Bonjour à tous et merci d'avoir décidé de vous intéresser à notre série de vidéos pédagogiques sur l'acquisition client. Ce programme se déroule en 7 sessions de 3 à 5 minutes qui peuvent être regardées en toute autonomie, mais qui suivent également un fil rouge de développement, depuis la réflexion initiale sur la démarche jusqu'à sa mise en œuvre efficace, selon les méthodes choisies. Nous allons aujourd'hui tenter de répondre le plus souvent en B2B à la question existentielle: faut-il toujours chercher à acquérir de nouveaux clients? Ou autrement dit, courons-nous le risque d'obsolescence programmée de nos entreprises si nous ne le faisons pas? Belle question, n'est-ce pas? La tendance actuelle est au développement des méthodes de gestion de la relation client. Enquête, plateforme de gestion intégrée, campagne d'emailing post-achat, incitation au dépôt d'avis sur le net, vérification de la véracité de ces avis, programme de fidélité, parrainage. Les formes de rétention et par le fait d'évaluation de la satisfaction client sont nombreuses. Widget, scrapping, push mail, formulaire de réponse, carte de fidélité, vente privée, newsletter, les moyens utilisés foisonnent et vous n'avez que l'embarras du choix. À juste titre, les chiffres fournis par de nombreuses sources éclairées, parfois mercantiles, nous montrent qu'il est beaucoup moins onéreux de conserver, voire développer ses clients existants que d'en acquérir de nouveaux. Selon les études, il serait même entre 5 et 6 fois plus coûteux d'acquérir de nouveaux clients que de développer ceux qui nous aiment déjà. Et puis, c'est tellement plus plaisant de travailler avec des clients qui nous aiment. Tout le monde en parle de la satisfaction client. C'est donc sans doute la solution pour l'entreprise pérenne. Ici, on se doute bien que la fidélisation est la plus plaisante des deux méthodes. Oui, mais voilà. Dans la vraie vie, ça risque de pas suffire. Nos clients, même les meilleurs d'entre eux, sont potentiellement éminemment volatiles. Et c'est la première motivation pour en acquérir de nouveaux. Une autre motivation est que nos clients actuels ne sont pas toujours, sauf exception, ceux qui rendront pérenne notre entreprise dans le futur. Laissez-moi tenter de vous en convaincre. Si on y pense sérieusement, les raisons pour perdre un client sont nombreuses. D'abord, il y a celles qui sont indépendantes de notre action. En B2B, par exemple, on peut penser au rachat d'entreprise, au départ à la retraite du dirigeant, ou une cessation d'activité, voire un changement d'interlocuteur, qui sont toutes souvent destructrices pour la relation. Puis viennent celles qui sont inhérentes à l'évolution du marché. On peut avoir des concurrents qui deviennent plus agressifs, dont la rentabilité court terme, par exemple, n'est pas une priorité, ou qui sont très actifs commercialement. Il peut y avoir de nouvelles formes de commercialisation. On peut penser aux hypermarchés, à l'e-business, aux alliances récemment. Le changement de comportement des consommateurs peut être aussi un problème. Les bureaux de tabac de nos grands-pères ont récemment eu des problèmes importants, voire l'arrivée de nouveaux produits-services radicalement différents qui ringardisent les produits traditionnels. Le smartphone par rapport au téléphone portable, l'intelligence artificielle par rapport au diagnostic médical humain en imagerie médicale, par exemple. Et enfin, d'autres raisons qui sont inhérentes à notre entreprise elle-même. Des problématiques de qualité de prestation, la mauvaise prise en charge de problèmes clients, un bad buzz qui altère brutalement et durablement souvent l'image de l'entreprise. On peut penser à Volkswagen ou à HSBC. Bref, on ne peut pas y échapper. Et on estime qu'en moyenne, les entreprises françaises perdent entre 5 et 15% par an de leur portefeuille client, selon leur environnement business, leur performance et bien sûr leur empathie client. Rien que cela déjà n'est pas viable. Une entreprise qui voit ses coûts structurellement augmenter chaque année, si elle perd de chiffre d'affaires, ne pourra pas survivre sans rien changer. Sa capacité d'investissement sera réduite, elle perdra du personnel qualifié, sa notoriété sera altérée, ça grèvera son taux de conversion des affaires et réduira le nombre d'élites spontanées qui se présentent à elle. Et puis, il y a aussi des raisons qui sont moins structurelles, et j'en vois au moins 3. Un portefeuille client peut être optimisé. Il y a à l'intérieur des clients qui sont très rentables, puis il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui évoluent dans le même sens que l'entreprise, puis il y a ceux pour lesquels nos produits et services, avec le temps, sont de moins en moins adaptés à l'évolution de leurs besoins. Dans ces conditions, l'entreprise ne peut pas se permettre de conserver ses clients peu rentables ou de ne réagir que par opportunité en convertissant uniquement les affaires qui se présentent spontanément. Mieux vaut évidemment reprendre la main sur le choix des nouveaux clients. Pour cela, il faut définir son client idéal, celui qui sera le plus rentable en termes de chiffre d'affaires et de marge générée, le plus fidèle, le mieux adapté à nos services présents et futurs, comme je le disais tout à l'heure. Et il vaudra mieux laisser partir ceux qui nous coûtent de l'argent ou trop d'énergie. La rentabilisation des forces de vente directes est aussi un sujet. Forces de vente indirectes ou virtuelles également. Les forces de vente directes sont coûteuses. Les réseaux indirects sont complexes à animer, leur maîtrise est fragile. La transformation des lignes numériques vers le net, difficile à optimiser. Mieux vaut fournir des cibles à acquérir qui sont très qualifiées, qui sont toutes au cœur de notre stratégie et qui sont les plus faciles, si c'est possible, à transformer.
La dépendance à des fournisseurs ou à des clients trop prégnants qui mettent en péril la survie de l'entreprise. Combien de bureaux d'études, de sous-traitants sont morts ou presque morts du revirement de leurs clients historiques qui représentaient 70% de leur chiffre d'affaires, ou d'un changement de stratégie de leur fournisseur principal qui décide de passer en direct et de changer son mode de commercialisation. Tout ceci doit vous faire réfléchir. Et est-ce que je vous ai convaincu qu'il est juste vital pour une entreprise de mettre en place une stratégie d'acquisition client qui soit à la fois professionnelle, ciblée et efficace? Et pourtant, moins de 20%, c'est-à-dire une petite partie des entreprises françaises, mettent en œuvre une politique de rétention client, c'est déjà pas mal, mais seulement 10% des entreprises mettent en œuvre une politique d'acquisition systématique, ciblée et coordonnée. Et à part les grosses structures qui sont bien armées pour faire face à ces défis, 85% des chefs d'entreprise de PME françaises déclarent manquer de méthodes et de compétences pour mettre en œuvre ces politiques de façon optimisée. Nos prochains épisodes nous permettront donc d'explorer les différents modèles d'acquisition client. À bientôt!